Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Sociétal qui est exceptionnellement tourné à la polyclinique El Rafa de Libreville, la capitale du Gabon, à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition d'Edith Lucie Bongo Ondimba, ex-première dame du Gabon, qui avait donc été la promotrice de cette polyclinique. Et pour discuter d'un thème très important aujourd'hui, un thème qui est en rapport avec la stérilité dans le couple, il s'agit précisément de l'impact psychosociétal de la stérilité dans le couple. Eh bien, nous avons deux éminences grises de la médecine sur le continent africain. À ma droite, docteur Guy Sanjean, qui est le promoteur du premier centre de procréation médicale assistée créé en 1995 en Afrique subsaharienne et notamment au Cameroun. Bonjour. 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 Et à ma gauche, le professeur Iloki Hervé, qui est justement chef du département de gynécologie à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, et qui est également un éminent universitaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. On commencera par une définition basique. Qu'est-ce que c'est que la stérilité? La stérilité, c'est simplement une situation très fréquente, je commence par la fréquence, 15 à 20% dans nos pays, que nous retrouvons dans les couples en Afrique et même ailleurs. C'est-à-dire, dans un couple, si après 1 an de rapports sexuels réguliers, il n'y a pas d'enfant, on commence à s'inquiéter. On peut parler d'hypofertilité ou d'infécondité. Donc c'est ça, l'infécondité. Je préfère le terme infécondité, parce que stérilité, c'est plus péjoratif. Okay? Stérilité, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Il faut donc parler d'infécondité ou de retard à la fécondité. Donc, pour nous résumer, simplement, c'est une situation dans un couple où il n'y a pas d'enfant après 1 an de vie commune, sous le même toit. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le continent africain est le plus touché par ce phénomène. Professeur, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait un tel taux d'infécondité? Merci beaucoup. Je voudrais quand même essayer de compléter la définition que vient de donner mon collègue et frère, le docteur Guy Sanjean, sur la notion de stérilité, d'infécondité, d'infertilité. Sur le plan de la définition académique de la stérilité, comme il a su le dire, c'est l'incapacité d'un couple à faire démarrer une grossesse après 1 an de rapports réguliers. On peut supposer qu'un couple un couple normal puisse avoir au moins 3 rapports par semaine. C'est à peu près ça la moyenne, mais 2 rapports à 3 rapports par semaine pendant 1 an, sans pour autant qu'on puisse faire démarrer une grossesse. Pour un couple, on peut déjà parler d'infertilité. De plus en plus, on parle plus d'infertilité que de stérilité. Parce que comme il a su le dire, la stérilité, c'est l'impossibilité de pouvoir procréer. L'impossibilité. Donc on arrive au stade de stérilité après avoir passé les différentes étapes. Bien sûr, parce que stérilité, vous voyez que c'est définitif. Comme on stériliserait un milieu, on supprimerait tous les microbes, c'est stérile, stérilité, c'est-à-dire que là on est devenu dans une impossibilité totale, y compris même après l'utilisation des méthodes modernes dont on va certainement parler au cours de cette émission. Justement, il y a la prise en charge, le suivi de ces personnes qui ont des difficultés pour procréer, et on a autour de ces difficultés-là quand même des causes. Qu'est-ce qui peut bien entraîner Alors, la cause la plus fréquente en Afrique, c'est simple, ce sont les infections. Plus de 60% des cas, voire 65% des cas. C'est les infections sexuellement transmissibles. C'est malheureusement un grand fléau dans nos pays, parce que nous le savons,
Même dans nos villages, quand une femme n'a pas d'enfant, on dit « cette femme a les trompes bouchées ». C'est méchant, mais ça reflète ce que la médecine sait aujourd'hui. C'est-à-dire, les multiples infections finissent par abîmer les trompes. Les trompes sont nécessaires pour procréer chez une femme. Donc, c'est les infections. En Europe, c'est autre chose. Ils ont déjà, parce qu'ils ont plus de prévention, plus de prophylaxie, donc ils ont d'autres causes, mais nous en Afrique, c'est l'infection particulièrement. Quand nous aurons réglé le problème des infections virales et bactériennes, nous allons faire un grand pas dans l'amélioration de cette situation-là. C'est des infections. Chez l'homme comme chez la femme, bien sûr. Parce que chez la femme, c'est des trompes, mais chez l'homme, il y a aussi des petits canaux par lesquels passent des petites bêtes qui sont des spermatozoïdes qui s'abîment par les infections. Ça bousille les testicules. C'est les infections. La première cause. Il y en a d'autres. Il y a des fibromes, il y a des kystes. Mais enfin, c'est surtout les infections. Alors, professeur, on parle d'infection. On a à un moment donné pensé que ce genre de problème était lié au niveau de vie des pays développés. Or, on se rend compte que sur le continent africain, finalement, on est plus touché. Est-ce que c'est la médecine qui a des problèmes ou ce sont les gens qui ont des problèmes, qui ne vont pas vers le médecin? Oui, parce que lorsque nous parlons d'infertilité, le docteur Guy Saint-Jean a déjà évoqué un peu la responsabilité de l'un ou de l'autre. On parle de la stérilité ou de l'infertilité du couple. Absolument. Il s'agit donc à la fois de parler de la responsabilité de l'homme et de celle de la femme. Absolument. Puisqu'il n'y a pas que la femme qui est concernée par les raisons qui emmènent à la stérilité. Il y a aussi l'homme. On peut faire la proportion, suivant les statistiques, 60% pour la femme, 40% pour l'homme, ou dans ces d'autres statistiques, presque devenu 50%, 50%. Et dans la responsabilité qui incombe à la femme ou à l'homme, il y a différentes causes de survenue de l'infertilité. Chez la femme comme chez l'homme, il arrive que dans les statistiques, dans les travaux de recherche, il est prouvé que la majorité des cas, des causes de l'infertilité chez la femme et chez l'homme, la majorité des cas est liée aux conséquences des infections. Donc des causes dites infectieuses. Les causes dites infectieuses sont au zénith de la responsabilité des causes d'infertilité tant chez la femme que chez l'homme. Et il est dit que les causes infectieuses sont liées spécifiquement aux maladies sexuellement transmissibles dont aujourd'hui une bactérie spécifique connue qui s'appelle le chlamydier. Le gonocoque tend à disparaître. C'était la première cause bruyante, c'était l'expression, donner une expression clinique bruyante de l'infection tant à la fois chez l'homme, ce qu'on appelait à l'époque la chaude pisse. La blénorragie. La blénorragie. Et il y avait des conséquences sur les voies génitales tant chez la femme que chez l'homme. Mais aujourd'hui, il y a un sournois microbe qui s'appelle le chlamydia trachomatis. Celui-là, à bas bruit, il est très contagieux lors des rapports sexuels non protégés. À bas bruit, il va attaquer l'organe reproducteur tant chez la femme que chez l'homme, dont la conséquence est l'obstruction à long terme, à moyen et long terme, des canaux qui permettent de véhiculer à la fois chez la femme la cellule qui participe à la fécondation qui s'appelle l'ovocyte, et chez l'homme, la petite bête, comme a dit le docteur Guy Saint-Jean, le spermatozoïde. Donc, les infections sont les premières causes. Mais chez la femme, il existe aussi, tant chez l'homme aussi, des causes aussi qui peuvent lier, des causes hormonales. Absolument. Une femme a beau avoir les trompes ouvertes, non bouchées, mais lorsqu'elle n'ovule pas, lorsqu'elle a des problèmes dans la régulation hormonale, évidemment, sans ovulation, il n'y a pas d'ovocyte. Et chez l'homme également, les hormones participent également à l'élaboration des spermatozoïdes. Lorsque ce secteur est défaillant, et nous aurons des causes de stérilité ou d'infertilité d'origine hormonale et bien d'autres aspects qui interviennent également dans
Docteur l'infertilité. Sanjon, vous avez donc été, on va dire, sur le continent africain, en Afrique subsaharienne, les précurseurs de cette spécialité. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce qu'il y a aussi des pesanteurs culturelles, en Afrique notamment, les aspects liés à une pratique supposée de la sorcellerie pour empêcher tel ou tel autre de procréer, etc. Alors, excusez-moi, mais vous m'interpellez là sur la prise en charge de ces problèmes de stérilité. Le professeur l'a dit tout à l'heure, l'ignorance participe de beaucoup dans la pérennisation de ces mâles. Sachez que, d'après l'OMS, 80% de nos compatriotes, de nos frères, consultent des guérisseurs, des tradis praticiens. Je n'ai rien contre les tradis praticiens, mais connaissez-vous une école de tradis praticiens qui inculque des cours dont on connaît bien la genèse, dont on connaît bien non, les diplômes, non. Chaque tradit praticien dit, moi, on m'a lancé ça au village. Je le détiens de mes arrière-grands-parents. Donc c'est très difficile. Or, malheureusement, 80% de nos sœurs vont d'abord chez le guérisseur. Parfois, très souvent, pour des raisons soi-disant d'argent. Ok, en disant c'est moins cher, parfois on peut payer là-bas avec un poulet et tout ça. Mais à la longue, non seulement vous n'êtes pas traité, mais ça devient plus cher et la complication s'installe. Les ignorances, les tabous sont très ancrés dans nos populations, chez nos populations. Les croyances sont séculaires en Afrique. C'est très mauvais. D'où des émissions comme celle-ci pour expliquer simplement aux populations ce qu'il faut faire pour empêcher de prendre du retard. Parce qu'au-delà de la complication due à la maladie qui évolue, il y a l'âge. L'horloge biologique n'attend personne. L'âge est un facteur extraordinaire, terrible dans la fécondité. Et jusqu'à quel âge peut-on théoriquement être en capacité pour une femme de procréer? Pour une femme, jusqu'à la ménopause, naturellement, jusqu'à la ménopause. Parce qu'à la ménopause, vous n'avez plus d'ovules, comme disait le professeur tout à l'heure, pour créer, pour avoir un enfant. Vous pouvez tomber enceinte, bien sûr, par la procréation médicalement assistée. Il y a des cas de ménopause précoce? Oui. De plus en plus, on s'en rend compte aujourd'hui. Ce sont des insuffisances ovariennes qui s'installent avant. Vous savez, un enfant vient au monde, une femme, avec son stock d'ovules. À la naissance, elle a un stock. À la puberté, il en reste 500 000 à peu près. Chaque mois, elle ovule, elle en perd. Puis ça s'épuise. Il y a des femmes chez qui ça s'épuise plus vite que d'autres, sans qu'on sache toujours les raisons. Parfois, ça peut être génétique. Parfois, ça peut être comme vous dépensez peut-être trop d'argent. Vous avez un stock d'argent, vous dépensez trop. Enfin, c'est pour rire, mais il y en a qui, pour des raisons encore inconnues, épuisent leur stock. On appelle ça ménopause précoce ou insuffisance ovarienne précoce. Je préfère ce terme parce qu'elle a épuisé son stock d'ovules. Chacun a son stock. Ça ne se renouvelle pas. Vous venez au monde avec ça. Et quand on est épuisé, c'est terminé. Alors, pour revenir dans la normale, une femme est en ménopause à 44-45 ans. Les règles s'arrêtent, il n'y a plus d'ovules, elle ne peut plus procréer naturellement. C'est là qu'intervient l'assistance médicale dans ces cas. Mais avant cette assistance médicale, je voulais, avec le professeur, que nous parlions quand même des cas les plus courants. Cette prise en charge est le bout du bout. Il y a d'autres prises en charge. Simplement de surveiller, faire la prophylaxie de ces infections dont il parlait. Il a parlé de chlamydia. Il faut savoir d'où ça vient, comment empêcher. Avant d'arriver à la fin, quand il a été là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la prévention tout simplement, que nous devons inculquer à nos jeunes filles, à nos jeunes gens, de se protéger, d'éviter les maladies sexuellement transmissibles. Il a parlé tout à l'heure d'une deuxième cause, les causes hormonales. En Europe, c'est les causes hormonales qui prédominent, parce qu'ils ont résolu les problèmes des infections, eux. Les Européens ont résolu les problèmes des infections par simplement la surveillance régulière, des consultations chez le médecin, la prophylaxie, la prévention. C'est extrêmement important. La prise en charge qui est l'ultime dont nous parlerons tout à l'heure, si vous voulez en parler maintenant, on va en parler, mais cette prise en charge est au bout du bout. Oui, et à propos de cette prise en charge, il y a l'écoute.
Est-ce que les personnes qui sont, en dépit des raisons culturelles, orientées vers les tradipraticiens ou les gangas, comme c'est dit en Afrique centrale, ne sont pas des personnes qui, justement, sont repoussées par les coûts de cette prise en charge pour pouvoir procréer en suivant le schéma, on va dire, moderne? Je peux vous dire non. Non et non. Et parce que... Attendez, laissez-moi vous parler. Les tradipraticiens parfois vous disent, bon voilà, vous allez prendre cette décoction, donnez-moi ce que vous avez. La dame a dit, bon, je n'ai que 100 000 francs. C'est déjà beaucoup d'argent. Hein. Vous comprenez? Pour un résultat nul. OK? Parce que cette décoction qu'il prend a peut-être un effet psychologique, mais ça n'ira jamais résoudre son problème anatomique de trompe bouchée ou de fibromes ou endocrinien. Vous comprenez? C'est de l'argent qu'on dépense pour rien chez les tradipraticiens, fussent-ils des bons tradipraticiens. Donc quand vous additionnez tout cet argent, vous rendez compte que vous avez perdu de l'argent que vous aurez pu utiliser valablement en allant chez un médecin pour avoir un bon diagnostic et un bon traitement. Moi, j'ai envie de dire non, parce que c'est le problème simplement de la misère, malheureusement. Quand vous arrivez chez le praticien, chez le professeur, vous dites, professeur, j'ai déjà beaucoup marché, j'ai déjà beaucoup dépensé, je n'ai plus rien. Ah ben oui, mais en attendant, vous avez dépensé avant. Vous avez fait même participer au baptême de la cousine, au mariage de la nièce, tout ça. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Oui, je vous concède que nos pays font de plus en plus l'effort d'avoir une couverture sanitaire pour aider nos populations. C'est la chose la plus importante. Nous devons être égaux devant la maladie. Il faut que nos pays trouvent un moyen. Ici au Gabon, je pense qu'il y a une assurance maladie universelle. Même si elle marche moyennement, elle existe. Ça permet à tout le monde de se soigner. C'est ça la mutualisation des moyens pour se soigner. Parce que le coût dont vous parlez, ce n'est pas le médecin qui encaisse cet argent. C'est la façon, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre de l'acte. Pour opérer quelqu'un, il faut des gants stériles, il faut des tenues, il y a des intrants qu'il faut. Sinon, si vous voulez prendre des raccourcis, ça entraîne des complications et vous faites un mauvais geste. Et comment vous arrivez, professeur, à organiser désormais la communication pour sensibiliser au maximum? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un gros déficit de communication. C'est vrai qu'il doit y avoir un gros déficit de communication, puisque le résultat, c'est que la grande majorité n'a pas compris le processus qui conduit à une prise en charge efficace des cas liés à l'infertilité ou à la stérilité. Je voudrais revenir quand même sur un aspect que vous avez évoqué, sur lequel vous avez échangé avec le docteur Guy Saint-Jean, concernant la place qu'occupent les tradipraticiens dans la solution des problèmes à proposer aux couples infertiles. Ce sont des aspects culturels très importants. Ça n'existe plus dans les pays où les gens ont une médecine très avancée, ou un niveau d'éducation élevé. Ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Parce que nous sommes des scientifiques, nous. Nous nous basons sur des faits prouvés, avérés. Des résultats doivent être le fait d'un processus qui conduit à l'évaluation des résultats. Malheureusement, nos compatriotes dans nos pays respectifs, en Afrique en particulier, les tradipraticiens ne peuvent pas nous apporter la preuve de ce qu'ils font. Pourquoi? Lorsque vous allez voir un médecin, le médecin va essayer de vous examiner cliniquement, rechercher déjà quelques informations d'ordre clinique. Lorsque il ne les a pas, ou même s'il en a certains cliniquement, il est obligé de procéder à une évaluation paraclinique, à la fois radiologique, avec les échographies, les hystérosalpingographies, donc des examens pour évaluer le tractus génital, et de l'autre côté, faire un bilan infectieux à la recherche des causes éventuelles et un bilan hormonal. C'est à l'issue de ce bilan-là que vous dites, il s'agit de tel type de stérilité ou d'infertilité, et voici les solutions à apporter. Il existe des solutions,
qui sont des solutions aujourd'hui toutes validées, qui ont une évidence médicale, une base documentée. On sait que lorsque les trompes sont définitivement bouchées, là nous ne pouvons plus rien faire et on va à d'autres solutions qui existent, qui sont accessibles dans d'autres pays, et c'est ce dont nous allons parler avec le docteur Guy Sanjean. Mais malheureusement pour nos tradipraticiens, ils ne savent pas à quel niveau se situe le problème, mais systématiquement ils vont vous donner le même médicament pour tout le monde. Est-ce que le problème n'est pas aussi on va dire, le manque de spécialistes en la matière? Parce que c'est une... Oui, non mais attendez. Nous avons deux niveaux et le docteur Guy Sanjean va certainement me compliquer. Il y a deux niveaux d'intervention. Bien sûr. Il y a le basique de la médecine que même un médecin généraliste, même une sage-femme peut tenter de prendre en charge. Absolument. Il y a un niveau. Il y a un niveau de choses qui sont accessibles à tout praticien formé en la matière. Et de ce point de vue-là, dans nos pays, respectivement, de plus en plus, les gynécologues formés, les sages-femmes formées, il y en a qui peuvent tenter d'apporter des solutions à un niveau. Absolument. Mais le niveau qui va nécessiter une prise en charge plus sophistiquée qui s'appelle la procréation médicalement assistée, elle aussi à plusieurs niveaux. Absolument. Il y a un premier niveau qui est basique, absolument, mais il y a un autre niveau qui va demander une technologie plus appropriée. C'est à ce niveau-là que tous les peuples africains n'ont pas accès forcément parce qu'ils n'ont pas de structures qui sont faites pour l'instant dans un certain nombre, sinon la plupart de nos pays, qui rendent ça accessible. Et c'est de ça, c'est la dernière, comme a dit le docteur Guy Sanjean, c'est la procréation technologique, je pourrais dire assistée, qui consiste à aller, cette fois-là, dans un laboratoire, procéder à faire quelque chose qui n'est plus une chose naturelle. Et voilà. Selon l'OMS, seulement 1% des 5 millions de bébés éprouvettes nés à travers le monde sont des bébés africains. Donc un pourcentage... Oui, malheureusement. Moi, j'apprends cette statistique que je n'avais pas. Merci beaucoup de l'information, docteur Guy Sanjean doit être au courant. Non, c'est une vraie statistique. Voilà. En fait, il y a une carte mondiale de la prise en charge dans ce domaine-là, qui est la procréation médicament assistée. C'est comme la carte, j'ai envie de dire, de l'aviation. On dit en Afrique, il y a un trou noir. Quand vous regardez la carte du monde la nuit, vous voyez tout est illuminé partout, sauf en Afrique. C'est la même chose pour la procréation médicalement assistée. Parce que comme le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est le bout du bout. Mais avant ce bout-là, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. La sage-femme, l'infirmier, même vous, les journalistes, ce que nous faisons là. Si une dame écoute ce que c'est la prévention des maladies sexuellement transmissibles, nous aurons gagné notre matinée. Il aura appris quelque chose. Chacun doit y participer. Ce n'est pas uniquement le corps médical. Vous avez cité le nombre de spécialistes. Non, il ne manque pas de spécialistes. Ils sont simplement concentrés dans les grandes villes. En tout cas, dans nos pays, c'est le cas. Le ratio médecins-habitants est de 2,30 médecins pour 1000 habitants. Là, c'est le président de l'Ordre des médecins qui vous parle. Nous n'avons pas encore atteint ces ratios. Aucun pays africain n'est là. Il n'y a que la Tunisie qui s'en rapproche à 1,8, quelque chose comme ça. Nous, au sud du Sahara, nous sommes à peu près à un médecin, à peu près. Mais ce n'est pas mauvais. On a connu des périodes où il y avait même un pour 10 000, mais qui arrivait quand même à faire quelque chose. Il y a le personnel paramédical qui doit intervenir, il l'a dit tout à l'heure, pour supplanter les zones où il n'y a pas de médecin. La médecine est une et universelle. Nous avons ce qu'il faut. Et puis, nous avons la médecine à la hauteur de notre développement. OK? Nous sommes à l'heure de l'émergence. Il faut que la médecine soit émergente avant les autres. C'est comme si on arrive, on sort de la mer, on arrive avant tout le monde, on n'aura même personne à soigner. Il faut que l'émergence soit homogène. Une émergence homogène. Donc voilà. Dans nos documents pour la stratégie, la croissance et l'emploi, c'est encore le président de l'Ordre qui vous parle. Dans chaque pays, il y a un nombre de médecins souhaités pour atteindre l'émergence en 2035. Pour le Cameroun, c'est 500 médecins par an formés.
Pour le Congo, c'est peut-être un peu moins. Pour le Gabon, c'est peut-être un peu moins. Ouais. Avec ces chiffres-là, on sera émergent. Mais un médecin bien formé est mieux que 30 médecins mal formés. Il faut un médecin bien formé. 500 médecins, par exemple, au Cameroun, bien formés par an. On atteint l'émergence en 2035. C'est ce que le dernier document pour la stratégie, la croissance et l'emploi, qui est un document que la Banque mondiale demande à tous les pays africains qui tendent vers l'émergence et dont il y a le domaine médical, il y a le domaine, tous les domaines. Je rappelle à nos téléspectateurs que le docteur Guy Sanjean est aussi président de l'Ordre des médecins du Cameroun, tout comme le professeur Iloki Hervé, qui est également président de l'Ordre des médecins. Ce n'est qu'un hasard, hein? C'est pas que les gynécologues se sont accaparés c'est deux amis. Oui, mais on est deux frères, malheureusement, encore une fois de plus, on va dire qu'il y a peut-être une connivence. Hein, c'est un hasard. Une connivence heureuse. Maintenant, il y a le travail à faire. On est toujours sur la prise en charge. Comment procéder? Est-ce que ce sont des caravanes qui doivent être peut-être menées? Vous avez souligné tout à l'heure que les spécialistes sont dans les grands centres urbains. Il faut peut-être aller à la rencontre des populations plus souvent. Comment procéder, professeur? Oui, mais comment procéder? C'est la vie de tous les jours. Hein? Surtout qu'on a parmi les populations des catégories de personnes qui sont très loin. Oui. Comment procéder? Et je vous l'avais dit, les solutions sont stratifiées. Absolument. Elles sont étagées. Absolument. Tous nos pays africains, toutes nos villes africaines n'ont pas aujourd'hui obtenu toute la stratification de la prise en charge des cas de stérilité ou, je dirais, d'infertilité du couple. On n'a pas tout le panel. Le premier panel, il est un panel public, c'est-à-dire que quiconque dans son couple se rend compte que depuis un an, qu'ils attendent, ou qu'ils l'avaient même déjà eu avant, ou que secondairement ils en ont besoin, et ils ont une vie normale de couple, au bout d'un an qu'ils voient qu'une grossesse ne démarre pas, c'est à cela qu'on recommanderait de consulter. Absolument. Consulter un centre de santé, pour que le problème soit posé et que les causes de cette histoire-là soient identifiées pour une prise en charge adaptée. Le premier niveau de prise en charge, c'est celui où on constate qu'avec les examens courants qui sont presque réalisés dans tous les grands capitales du pays, on se rend compte que bien le bas blesse à tel niveau. Et voici, si c'est un cas purement hormonal, il peut être réglé par les médicaments qui sont à disposition. Absolument. Lorsqu'il s'agira d'un cas peut-être aussi hormonal, comme avait dit le docteur Guy Sanjean, qui a un épuisement de stock d'ovocytes, de follicules, d'ovocytes qu'une femme doit produire, et là, on va à une étape plus avancée qui est la procréation médicalement assistée technologique. Absolument. Parce qu'il faudrait lui apporter des solutions. Et toutes les solutions aujourd'hui, beaucoup de solutions existent et sont disponibles. Et tout dépend de là où on se situe, là où le problème est posé et des solutions que l'on peut apporter. Donc, il y a des niveaux. Niveau basique, niveau moyen, et puis le niveau supérieur, celui où la haute technologie de la médecine doit intervenir. Merci, professeur. Si je peux me permettre de dire un mot de complément, vous avez dit, est-ce qu'il faut faire des caravanes pour aller dans les régions? Non, la médecine foraine est interdite. Pourquoi la médecine foraine? Ça, c'est des cow-boys à l'époque au Texas. C'est du commerce. Mais nos pays sont maillés par des formations sanitaires. Il y a des districts de santé dans nos pays respectifs. Au Cameroun, il y en a 200 districts de santé. Dans chaque district de santé, il y a plusieurs centres de santé. Il l'a dit, du centre basique qui distribue la Nivaquine, j'allais dire, qui en même temps prend en charge les accouchements, le planning familial. C'est là qu'on doit parler aux femmes. Il n'y a pas besoin du professeur de gynécologie qu'il est. Il a enseigné des gens qui peuvent enseigner à des sages-femmes, à des infirmiers, ce qu'il leur a enseigné. C'est ça, c'est cette chaîne. Et vous, les médias, vous y êtes tout aussi importants. Parce que dans les foyers à Port-Gentil ou à
je ne sais où, au fin fond du Gabon. On doit nous suivre. Vous devez apporter l'information que nous donnons ce matin à ces couples-là. Il a dit tout à l'heure, c'est le couple lui-même dans un premier temps. Chérie, on a un problème. Ça fait 1 an. On a déjà eu un. Pourquoi ça ne vient pas? Parce qu'il faut le savoir. Dans un couple entre 25 et 35 ans, c'est pour ça qu'on dit 1 an, la capacité à procréer par mois est de 25%. Ce n'est pas 100%. Parce qu'il y en a qui, après un mois, disent « Docteur, j'ai un problème ». Non. Il faut 1 an, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, de vie commune, des rapports réguliers, au moins 2 à 3 fois par semaine. Vous êtes jeune, nous, c'est peut-être 1 fois tous les ans. Mais les jeunes qui cherchent un enfant, c'est 2 à 3 fois par semaine, régulièrement menés. Et là, s'il y a un problème, vous voyez le médecin. Même quand on dit, même le médecin généraliste, l'homme de science tout court peut vous aider. Il n'y a pas besoin. Il saura vous envoyer chez le bon gynécologue qui se trouve dans la capitale ou dans le centre mieux approprié. Et parmi les solutions, on a également appris qu'à un certain stade, il faut par exemple pour les hommes un don de sperme. Or, en Afrique, dit-on souvent, ça pose problème. Oui, c'est vrai. Le don, je peux en parler en long et en large, mais sachez que dans nos sociétés avant, nous n'avons rien inventé. Nos parents résolvaient déjà ce problème-là. Ils les résolvaient comment? L'enfant en Afrique, c'est l'enfant du village, c'est l'enfant de la grande famille. On dit la grande famille. Je vois comment on annonce les décès ici. La grande famille telle, a le regret de vous annoncer. Et quand on se rendait compte qu'un homme qui avait plusieurs femmes, parce qu'à l'époque, c'était peut-être la bonne époque, on avait plusieurs femmes, qui n'étaient pas enceintes, on envoyait une des épouses chez un cousin, chez un frère, passer des vacances, elle revenait enceinte. Et c'était l'enfant de la famille. Le monsieur fermait un œil en ouvrant l'autre. L'enfant grandissait, c'était l'enfant de la famille. Pour revenir au don, ceci ne peut pas suivre cette logique parce qu'avec les maladies sexuellement transmissibles dont on parlait, il faut faire attention. On ne peut plus. Avant, on avait, comme il dit, la gonococcie, la chaude-pisse, qu'on résolvait avec une petite injection. Aujourd'hui, il y a des virus plus dangereux. Je ne vais pas le citer ici, vous le savez. Ça veut dire quoi? Le don du sperme doit s'envisager dans un cadre, dans un centre de procréation médicalement assistée, dont nous parlerons peut-être, donc, qui répond à des normes bien précises. Un don doit être volontaire. Il faut que le type accepte de donner. Anonyme. Il faut qu'il donne à quelqu'un qui ne le connaît pas et qu'il ne connaît pas. Et gratuit. Bon. C'est difficile aussi de dire à quelqu'un de se masturber comme ça et de lui serrer la main et qu'il parte. On peut donner un dédommagement. Nous avons aujourd'hui des banques de sperme dans les centres de prise en charge de ce genre de choses. Mais, encore une fois, c'est vraiment au bout du bout. À ce moment-là, on prend une paillette de sperme, on injecte à la femme en accord avec le couple, en accord avec la réglementation du pays. Le cadre juridique dans nos pays, on a glissé déjà malheureusement dans le domaine, comme le professeur le disait tout à l'heure. Le cadre juridique est vide, il n'y a pas de réglementation dans nos pays pour l'instant. C'est l'enjeu aujourd'hui. Il y a des centres en Afrique, quelques centres, mais il n'y a pas de cadre juridique. Et ce cadre juridique doit protéger et le médecin en cas d'accident et d'incident, de dérive, et le patient, le malade qui se confie à vous, qu'on ne manipule pas n'importe comment. Nous sommes dans un domaine très sensible où on manipule les gamètes. Il faut une réglementation qu'aucun pays africain n'a encore. Mais devant le vide juridique, nous fonctionnons avec le code de déontologie du médecin. Le président de l'ordre qu'il est, c'est que le médecin doit toujours faire selon sa conscience. Il doit poser des actes qu'il sait, qu'il a appris à faire. Il doit pouvoir se regarder dans un miroir. Ne jamais nuire au malade. Il faut toujours faire ce qui est bien pour le patient. Donc, en dehors du cadre juridique, le médecin respecte cela. Parce que la PMA, c'est vrai, c'est des gamètes qu'on manipule. Mais quand on ouvre un ventre, on est quand même votre ventre ouvert, je suis là, j'ai le foie, j'ai la rate, je peux faire n'importe quoi. Il faut que j'ai prêté serment et que je sache que sur le plan éthique, vous êtes mon patient, je dois respecter certaines choses. Donc nous fonctionnons un peu pour l'instant comme ça, en attendant que nos dirigeants mettent un cadre légal en place. Mais je dois vous dire,
Le premier bébé en France, c'est 1980. La première loi est sortie en 1994. En médecine, la technique précède la législation. Il faut d'abord trouver avant de légiférer. Mais là, bon, ça traîne un peu, mais il faut légiférer. Maintenant que les populations, la loi, c'est une façon de vivre à un moment T, à un moment donné, dans un pays en disant, nous pensons que ce niveau actuel des choses, nous devons fonctionner comme ça. C'est chaque pays qui a sa loi. Mais en général, nous calquons nos lois sur les lois napoléoniennes de notre colonisateur, qui est unique, qui est le même. Donc, on n'invente rien. On saupoudre un peu, mais ces lois-là sont bien encadrées et ça nous permet de travailler. Donc pour l'instant, c'est ça. On fait, là, le centre que j'ai l'honneur de diriger depuis 22 ans, on fait des dons de sperme. Parce que le don du sperme est le premier acte. Ça remonte à près de 40 ans en Europe. Et dans ce centre, vous faites intervenir combien de spécialistes dans ce type de centre? Ah, beaucoup de spécialistes, ça dépend des centres. D'abord, la prise en charge dans ce domaine est pluridisciplinaire, c'est-à-dire il faut beaucoup de médecins. Il faut un gynécologue, il faut un anesthésiste, il faut un biologiste, il faut des infirmiers, il faut des professeurs pour vous dire, attention, ne dérivez pas. Il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, professeur, ne pas avoir d'enfant pour n'importe quel couple est un drame. Mais comment, justement, arrivez-vous à gérer les cas qui se présentent à vous? Oui. Comment arrivez-vous à redonner confiance? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Je vous avais bien dit que les niveaux de prise en charge sont stratifiés. Nous, au Congo en particulier, au Congo, nous n'avons pas de centre de procréation médicalement assistée technologiquement avancée. Nous sommes à un niveau 2, en quelque sorte, qui trouve des solutions sur des causes qui sont également à un certain niveau. Bien. Nous sommes obligés de collaborer avec des collègues à l'extérieur, en Afrique d'abord, avant que nous puissions envoyer nos patientes en Europe. Nous avons des centres actuellement validés en Afrique. Nous avons le centre de Dr Guy Saint-Jean, celui de Wetbel. Nous avons un centre aussi à Lobé, d'un ami à nous deux, chez Moïse Fiadio, qui lui a un centre aussi, mais d'une performance aujourd'hui qui n'est pas contestée, avec qui nous échangeons. C'est-à-dire que nous savons le niveau auquel nous attendons. Alors, écoutez, une femme de 45 ans encore, fraîchement ménopausée, qui veut avoir un enfant qui n'en a presque jamais eu ou qui n'en a pas eu. Mais il faut lui trouver une solution. La solution là, en ce moment-là, c'est la prise en charge en PMA, en procréation médicalement assistée avancée, qui va nécessiter qu'on lui donne un ovocyte. Mais il faut l'envoyer dans un centre qui est capable de prélever un ovocyte chez une autre femme et de pouvoir féconder au laboratoire et lui faire un premier embryon et puis le lui transférer. Et à ce niveau de complication, on peut débourser combien en moyenne? Là, la question va être posée à ceux qui... je voulais dire que c'est l'occasion de féliciter, de remercier des collègues qui sont des pionniers, qui se sont engagés, qui se sont embarqués. C'est une aventure. C'est une aventure humaine de dire les Blancs ont pu et nous, pourquoi pas? Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec au début toujours les difficultés d'un démarrage et qui finit aujourd'hui par payer par la persévérance. Et ils ont l'expertise aujourd'hui. Il faut les féliciter. Et on remarquera que ceux qui ont réellement réussi dès le départ, c'est les privés. Absolument. Ce sont les privés. Et je tiens à le dire parce que je suis un peu mixte, parce que j'ai une clinique modeste à Brazzaville qui s'appelle la clinique Les Rosiers, mais qui ne fait pas de procréation médicalement assistée parce que je n'ai pas eu ça comme option de départ et avoir l'envergure qu'ils ont aujourd'hui. Donc il faut une volonté et il faut les moyens. Absolument. Il faut une organisation humaine. Vous avez dit il faut combien de médecins? Il faut mobiliser des gens qui soient motivés, qui aient cru au projet et qui soient capables d'apporter le leur. C'est-à-dire chacun apporte le sien, s'il met dans la science qu'il a apprise, dans la volonté de réussir, et il faut que les moyens accompagnent. Malheureusement, nous en Afrique subsaharienne, je n'en connais pas beaucoup. Oui, peut-être on va parler du centre de Yaoundé,
mais ce centre de Yaoundé bénéficie d'une volonté politique exceptionnelle, qui est crue et qui a accompagné depuis plusieurs années, depuis des décennies, pas d'aujourd'hui. Les premiers résultats n'apparaissent peut-être que si on a, c'est peut-être maintenant, alors que ça date de plusieurs années, pour dire que il y a c'est une organisation, et le docteur Guy Saint-Jean en la matière, c'est lui qui parlera puisqu'il a l'expérience du terrain. Moi, je ne l'ai pas, parce que chez moi, je ne l'ai pas organisé. J'ai un projet qui est imminent au Congo, parce que j'ai des jeunes, maintenant, eux, ils veulent se lancer dessus, on sera là pour les accompagner, mais ça nécessite une volonté et des moyens. Absolument. Mobiliser une infirmière publique la nuit pour qu'elle se réveille, pour aller prélever, pour aller piquer une piqûre, parce qu'il faut injecter pour que on puisse... C'est pas facile. Et j'insiste là-dessus pour dire que la volonté politique de chaque État à dire, bon voilà, on veut en faire un problème de santé publique et on y met les moyens. Absolument. Pour le public, pour y arriver, parce que les cadres sont les mêmes qui existent, mais l'organisation n'est pas toujours la même. Voilà, donc c'était cette nuance-là. Et comme au football, je lui fais une passe décisive et il pourrait parler de son expérience de terrain. Merci, voilà. Professeur. Merci beaucoup. Vous avez aidé seulement des dizaines, des centaines de femmes, des milliers de femmes depuis plusieurs années. Lorsque vous les avez reçues pour les cas les plus marquants, dans quel état psychologique, on va dire, ces patients se sont présentés à vous? Au départ, avant l'enfant. Avant l'enfant. Bien sûr. Vous savez, en Afrique, plus qu'ailleurs, l'enfant dans le couple est très important. La stérilité est un problème est un problème social. La femme, le couple qui n'a pas d'enfant est mis au banc de la société. Ça fait que ce couple est prêt à tout pour avoir un enfant, à tout prix, parfois à tous les prix, ce qui peut entraîner des dérives. Donc ces femmes arrivent, ces couples, c'est pas femmes simplement, arrivent complètement désemparés. Je vous ai dit tout à l'heure, en chemin faisant, il commence par: docteur, vous êtes mon seul espoir, j'ai trop marché. Parfois, si vous n'êtes pas froid, ça peut même vous monter la tête. Il faut rester froid, détaché. Et pour venir en aide à ces couples en détresse, parce qu'ils sont prêts à tout. Je vous ai dit, j'en reçois parfois. Par semaine, j'en ai plus de 10 qui viennent du Gabon. Oui, ils viennent d'un autre pays pour me voir à Douala. Et notez que le taux d'infertilité au Gabon est très élevé. En Afrique, en général, donc, oui, c'est 15 à 20%, mais il semblerait qu'au Gabon, je ne sais pas quelles sont les raisons, peut-être le professeur le dira, on le verra au cours de notre congrès, il semble que c'est légèrement plus élevé, mais enfin, disons que c'est la moyenne africaine. Même c'est déjà trop la moyenne africaine. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette infirmité, parce que c'est une infirmité chez nous. Les Européens, quand ils n'ont pas d'enfants, ils adoptent, ils vont chercher un Vietnamien, ils adoptent. Ce n'est pas leur problème. Et Johnny a l'idée, pour ne pas le citer, adopter des Chinois. C'est mon enfant. Ils aiment parfois cet enfant-là plus que l'enfant qu'ils auraient eu eux-mêmes. Mais nous, les Africains, on veut notre enfant. OK? Même si la femme africaine est prête à donner, parce que quand une femme accouche 4 ou 5 enfants, et que sa sœur n'a pas dit « je vais donner un enfant à ma sœur ». Chez nous, il y a cette générosité. Mais, au jour d'aujourd'hui, chaque couple veut un enfant dans son foyer. Et ils arrivent dans un état psychologique complètement désemparé. C'est pour ça que dans l'équipe, il faut un psychologue. Il faut un psychologue, je vous dis, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Et ce psychologue intervient en amont pour leur expliquer, pour les déstresser, parce que sous le stress, le professeur l'a dit, ébauché tout à l'heure, rien ne peut se faire. Et pour préparer l'échec éventuel, parce que ça ne marche pas toujours. Dans les meilleures mains, c'est 40%. Dans les meilleures mains. Il faut donc expliquer ça à ces couples et leur dire après, parce que parfois ils ont dépensé tellement d'argent, il faut leur expliquer que ça peut arriver, il faut prendre patience, revenir ou alors supporter et ne pas ajouter un drame au drame. Donc ces couples arrivent dans un état, pour répondre à votre question, dans un état psychologique très très bas. Et nous médecins, on ne doit pas en profiter parce que notre rôle, c'est d'accompagner, même dans le malheur, les couples qui viennent à nous. On n'a pas le droit. L'éthique médicale nous oblige à accompagner parce que nous rentrons dans la vie, non pas d'un patient, mais d'un couple.
Mais justement, et c'est là que ça devient délicat, vu que les personnes qui viennent à vous, professeurs, sont en détresse, est-ce que là, il n'urge pas d'encadrer tout ça, parce que vous le disiez tantôt, il peut arriver qu'il y ait la tentation de se sentir tellement fort que... Oui, mais le docteur Guy Saint-Jean l'a dit, la prise en charge des couples, parce qu'il s'agit d'un couple, rarement une femme est venue seule voir son gynécologue ou sa sage-femme ou son infirmier du quartier pour dire je veux avoir un enfant. Et bon, alors donc c'est une affaire qui concerne un couple, et pas seulement le couple, au-delà du couple, la famille. Vous avez là-dedans la belle-mère qui intervient, le père de son époux qui intervient. Et même l'enfant à venir, oui. Je veux pas vous coucher. Voilà. Parce qu'il y a un enfant qui va naître. Ça va. Il n'y a pas qu'une personne, il y a deux. Et l'enfant à venir, il faut tenir compte de tout cela. Okay? Quand vous aurez l'enfant, vous l'avez dit vous-même, quand il va demander, mais je viens d'où? Il faut pouvoir lui répondre. Voilà. Et ne pas dire, nous avons été bricolés une nuit. Non, non, il faut. Sinon, vous avez un enfant déséquilibré qui commence sa vie mal. En général, à 12, 13 ans, il vous dit, papa, maman, est-ce que c'est la cigogne, comme on raconte chez les Blancs, qui m'a amené ici? Comment je suis venu? Il faut pouvoir lui dire la vérité en lui expliquant un certain nombre de choses. Donc, nous sommes là dans un domaine très délicat. Donc, il y a un accompagnement, absolument, une sorte de... Absolument. Pas de service après-vente. Oui, non, mais s'il y a un service après-vente, si j'ai envoyé un couple, par exemple, chez Guy Saint-Jean, ou que je l'ai envoyé à Lomé, chez Fiaggio, j'attends d'abord le résultat médical. Bien sûr. C'est-à-dire, enfin, que ce couple puisse faire démarrer une grossesse. Absolument. Mais pendant cette grossesse, il faut qu'elle soit suivie. Absolument. Elle n'est plus forcément suivie dans le centre. Ah non, non, elle est suivie par le médecin référent. Son médecin référent. Oui, par le médecin qui a référé, par le médecin référent. Mais dans la prise en charge, elle est médicale, c'est vrai, parce que ces grossesses, il faut une prise en charge médicale de toutes les grossesses. Classique, bien sûr. Classique, mais un accompagnement psychologique qui est différent. Ah oui, différent. Et donc, au cas par cas, et de façon globale, de toutes les façons, c'est que l'enfant qui va naître dans un environnement de stress, parce que la peur de perdre cette grossesse-là en se disant, si je la perds, est-ce que je suis capable de pouvoir faire redémarrer une autre grossesse? Donc oui, l'accompagnement psychologique est un élément clé aussi qui rentre dans la clé de voûte de la réussite d'une grossesse prise en charge dans ces centres spécialisés. J'ai un couple récemment, un couple d'une femme d'un âge de ménopause, mais qui s'est retrouvé dans un centre que je ne citerai pas pour faire de la publicité, prise en charge, et qui a démarré sa grossesse, qui vient d'accoucher d'un enfant strictement normal. Mais cet environnement-là, pour tout le monde qui savait qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant, il faut qu'elle explique. C'est à elle-même. Je lui dis que c'est à vous-même d'expliquer, si vous le souhaitez, à votre environnement. Vous n'avez pas l'obligation de dire que c'est passé par ce type de moyens. C'est vous qui êtes juge, vous et votre couple. Si vous voulez le dire, vous le dites. Si vous n'avez pas envie de le dire, c'est votre droit d'avoir eu un enfant, puisque vous êtes en couple. Puisque vous êtes en couple. Donc voilà, c'est au cas par cas. La procréation médicalement assistée, sur le continent, on pensait qu'elle a des chances de prospérer. Bien sûr, c'est comme toutes les techniques nouvelles. J'espère que c'est pour ça que je suis là. Ok. Moi, j'ai eu la chance, le professeur était d'ailleurs là, à mes débuts, j'ai eu la chance de bénéficier d'un transfert de technologie nord-sud. En 1995, on a eu un bébé en 98. Dès l'année 99, j'ai été accompagné des collègues à créer un centre au Burkina Faso, en 99. 3 ans plus tard, en Côte d'Ivoire. 2 ans plus tard, au Bénin. 2 ans plus tard, le deuxième centre à Lomé. Et tout dernièrement, un deuxième centre au Bénin. Moi, je pense qu'il faut transmettre ce qu'on a appris. Quand on donne, on reçoit toujours plus. C'est ma devise. C'est pour ça que je suis là. Je reçois tous les malades. Si je ne suis pas ici, je reçois des patients chez moi. Je me dis non. Même quand il fera quelque chose au Congo, j'espère être de la partie. Parce que je pense qu'il faut transmettre. L'Afrique ne peut pas se développer avec des petits cantonnements. Non.
La coopération sud-sud, il faut... Ah oui, il faut la renforcer. Parce que nous avons les mêmes problèmes. Elle est plus facile que nord-sud. Parce que le blanc qui arrive chez nous, il n'est jamais venu en Afrique. Il croit qu'il y a des lions partout. Il a peur des moustiques. J'ai connu ça, je peux vous le dire. Mais quand nous avons été maintenant dans d'autres pays africains, les problèmes sont les mêmes. Les coupures d'électricité, la paupérisation, les tabous africains, les problèmes sont exactement les mêmes. Donc c'est beaucoup plus facile. J'ai eu beaucoup de plaisir à aider au montage de ces centres-là, beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de facilité que quand je l'ai acquis moi-même. Et en tout cas, on est arrivé au terme de cette émission. On rappelle à nos téléspectateurs sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale qui émet de Libreville, la capitale du Gabon, que le thème de ce numéro de Sociétal est l'impact psychosociétal de la stérilité ou de l'infertilité. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure. On va formuler de l'infertilité parce que la stérilité, c'est définitif. C'est définitif. Et péjoratif. Et voilà, et surtout péjoratif. Donc on a organisé cette émission à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de l'ex-première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba, ici à la polyclinique El Rafa, dont elle avait été la promotrice. Nous vous donnons l'occasion, docteur Guy Sangeon, de conclure. Oui, je voulais simplement remercier les organisateurs de ces journées. Je suis venu ici hier soir, simplement donc à l'invitation. Je ne connaissais même pas le programme. Mais je dois dire quelque chose parce que vous avez cité le nom d'une grande dame. D'une grande dame par beaucoup d'aspects. Simplement, je ne connaissais pas cette clinique. Le simple fait de penser à mettre à la disposition des populations une structure comme celle-ci, c'est une bonne chose. J'ai eu la chance, parce que j'ai fait une partie de mes études, en tout cas la dernière partie, à Lille, en France. J'ai eu la chance de croiser cette dame. Beaucoup de gens ne le savent pas. Elle était alors en formation dans la même vie. Ce n'est pas ce qui m'amène ici. Mais enfin, je voudrais avoir une pensée pour cette dame et dire que, vous l'avez dit peut-être tout à l'heure aussi, rien de beau ne se fait sans avoir une grande personne. Et je pense que c'est bon de faire une commémoration comme celle-là. Il ne nous a pas échappé que la clinique voudrait se lancer dans cette prise en charge, qui est l'ultime prise en charge. Ce n'est pas la seule, mais c'est le bout du bout de l'espoir pour beaucoup de ces femmes. Moi, je suis prêt à accompagner ceux qui veulent le faire. C'est la raison de ma présence ici à Libreville. Professeur. Oui, merci beaucoup. Écoutez, cette maison, je la connais, la clinique El Rafa, pour avoir été l'un des invités privilégiés des journées médicales de la polyclinique El Rafa, du temps de la promotrice, la première dame, l'ex-première dame de Gabon, et Lucie Bongo Ondimba, avec qui j'ai même des liens de famille, puisque je suis congolais, ça ne vous a pas échappé. Avec son père, nous avons des liens de famille. J'ai été avec bien d'autres Congolais tous les ans ici, sous le chapiteau derrière ici, pour les journées médicales El Rafa de qualité, auxquelles nous allons participer tous les ans. J'ai été reçu dans son bureau vert, ici, à l'époque, plus d'une fois, parce que je sors du même pays, on a des liens de famille, mais aussi surtout de la même école, puisque j'ai commencé mes études de médecine à Brazzaville, où elle a été une brillante étudiante, où elle a terminé leader de sa promotion, major de sa promotion. Ah bon? En 89, je suis venu au soutien de thèse en partant de Paris, où j'étudiais en ce moment-là. C'était une brillante femme de qualité, une intellectuelle de premier rang. Lorsqu'elle intervenait au cours des réunions scientifiques, mais c'est avec une qualité qui surprenait tout le monde. On aurait pensé que fille à papa, épouse d'eux, que tout lui était donné, mais elle apportait la preuve de son dynamisme et de la connaissance qu'elle avait de la science. Elle avait beaucoup de passion pour la pédiatrie, et c'est pour ça que, malgré qu'elle était première dame de ce pays, elle travaillait ici, elle consultait ici, et ça, on ne peut qu'avoir le souvenir de la passion, puisque vous avez terminé par la passion, de cette dame-là qui l'a conduite à créer, à faire construire cette clinique au profit. Elle me disait elle-même, c'est pas pour moi que je le fais, je le fais pour les populations. Donc, on vous remercie de nous avoir donné l'opportunité d'intervenir sur un sujet
qui nous est commun avec Bien le sûr. docteur Guy Saint-Jean, que je remercie d'avoir accepté que nous soyons ensemble. Enfin, Bon, on s'est remercié d'être ensemble, parce qu'on a été invité par le professeur Jean-François Meillet, que nous saluons encore une fois de plus, Absolument. parce que c'est notre ami, collègue et frère Absolument. ici au Gabon, que nous respectons par sa qualité intellectuelle, sa qualité Absolument. d'homme et de son hospitalité légendaire, et à travers oui, tout le Gabon. Bien sûr. Le Gabon, le peuple gabonais qui nous a fait inviter et nous a fait accueillir autour de cet événement tout singulier, et que nous prenons l'engagement que la procréation médicalement assistée prospère en Afrique, au moins Absolument. par les pays qui ont cette volonté-là. Absolument. Gageons que grâce à la passion que Merci. vous avez pour ce domaine, Merci beaucoup. justement, on soit en situation très bientôt d'obtenir d'excellents résultats en matière de procréation médicalement assistée. Merci donc à vous de nous avoir suivis et d'avoir été en compagnie de ces éminences grises de la médecine sur le continent africain. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.